Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Nous sommes jeudi 6 août, fin d'après-midi, en pleine canicule lyonnaise. La journée a été chaude. Bien évidemment, je suis ravi de vous retrouver, n'est-ce pas? Alors, je vais vous faire part de quelques mots que j'ai vus sur une interview de Michel Onfray, qui peuvent donner matière, si vous voulez, à réflexion. Vous allez comprendre. Ce sont ces mots. On ne passe pas de faux procès, de fausses interprétations. C'est son texte. Pendant que les sauvages piquent, coupent, percent, tranchent la chair de souche, les Français de souche évidemment, sur tout le territoire, à l'Assemblée, les députés débattent sur la PMA. Donc, en attendant une très hypothétique nouvelle vague du virus chinois à laquelle ils font semblant de croire, ils ont quand même le temps de pondre des lois pour les couples de mères et les couples de pères qui veulent s'amuser avec le bébé qu'ils s'offriront à Noël ou pour leur anniversaire de mariage. Constantinople, au moment de sa chute. Michel Onfray annonce la disparition de l'Occident. La France en est à un stade de mort avancé, a-t-il dit sur une émission web de Thinkerview. Nous allons disparaître. L'Occident va disparaître. Il n'y a aucune raison pour qu'il puisse continuer à durer. À voir l'état dans lequel nous sommes, difficile d'affirmer le contraire. Pour Onfray, la déchristianisation massive de l'Occident a précipité son déclin. Les chrétiens ne croient plus aux fondamentaux catholiques, paradis, purgatoire, enfer, Satan, virginité de Marie, etc., sur lesquels reposait la foi. Ceci ayant été anéanti, le christianisme s'est évaporé. Il suffit de voir les guignols en soutane qui remettent les clés des cathédrales, la cathédrale de Nantes, à des sans-papiers incendiaires, le Rwandais, n'est-ce pas? Et leur guignol en chef du Vatican, le pape, léchant les pieds des voyageurs noirs sans frontières débarqués sur les plages italiennes des Transméditerranée Express immigrationnistes pour établir le même constat. Fin de la citation. Voici. Je vais revenir à Axel, qui a été enterré, je crois, mardi, dans la stricte intimité. Enfin, ce qui est très très surprenant, je me pose la question si ce n'est pas la mairie, plein de gens avaient déposé sur les lieux du tragique, non pas du tragique décès ni du tragique accident, mais peut-être sur les lieux du meurtre. Le véhicule, je vous rappelle, avait foncé sur Axel et l'avait entraîné sur 800 mètres. Plein de gens avaient mis des fleurs, des messages, nous ne t'oublierons jamais, etc., etc. Et tout ce qui était dans cette émotion, tout a été enlevé, tout a disparu. Il n'y a plus aucune trace, plus aucune fleur qui reste sur le côté de cette rue. Donc je pense que les services municipaux, sur ordre, ont enlevé tous ces témoignages d'amour et voilà. Donc franchement, qu'est-ce que ça peut leur faire? Mais bon. Alors, je vois beaucoup de publications à la mémoire de cette jeune Axel, assassinée. Après avoir tué un chien, ils ont traîné Axel sur 800 mètres en voiture dans les rues de Lyon. À première vue, il n'aurait pas trop de remords lors de l'interpellation, d'après ce qu'il se dit. Alors évidemment, les gens publient « Nous ne t'oublierons jamais », malheureusement. Je crois bien que si. Aussi horrible que cela puisse être, certains vont oublier très vite Axel, car les nouvelles de sa mort, aussi horribles soient-elles, ne feront sans doute pas les gros titres des journaux télévisés. Pourquoi? Parce que Axel est trop lisse, trop blanche. Ce n'est pas une chance pour la France, juste une aide-soignante rapidement remplacée et oubliée. Pas d'Assa Traoré pour organiser des manifestations interdites mais non réprimées par les autorités civiles. Pas assez d'émotion pour toi, Axel. Tu comprends, tu n'étais pas une délinquante issue d'une famille de criminels héréditaires. Tu n'as pas été la victime de violences policières, mais simplement de jeunes, marginaux, déséquilibrés, on leur trouvera une excuse, qui se trouveront très vite des ténors du barreau pour les défendre. C'est vrai que peut-être ils n'ont pas assimilé les codes de notre société. Ce sont des deuxième, troisième, quatrième génération, mais ils ne connaissent pas encore les codes. Ils ne savent pas qu'il ne faut pas écraser les jeunes filles.
Donc pas de Omar Sy, pas de Camélia Jordana, de Mathieu Kassovitz pour hurler, vomir Lorraine ou bien exiger une certaine dignité. Pas de genoux à terre pour toi, Axel, pas de cérémonie officielle, pas d'élu pour honorer ta mémoire. Après tout, nous sommes tout de même à 600 jours des élections présidentielles. Alors l'enjeu est bien trop élevé, on ne va tout de même pas risquer de se priver de l'électorat migrationniste, immigrationniste. Pas de mer de lion pour vaciller d'émotions et pleurer à chaudes larmes sur ton cercueil, comme on a pu le voir aux États-Unis sur le cercueil du repris de justice Floyd. Je vois d'ici des commentaires habituels qui vont me traiter d'horrible fasciste, de raciste primaire. Quand je vois ces humanistes donneurs de leçons, quand est-ce que ce pays va se réveiller? Et peut-être même se saisir de manches de pioche, de pelle, de tout ce qui lui tombera sous la main, pour se libérer, pour se défendre simplement de toutes ces racailles, pardonnez-moi l'expression, ou ces assistés, qui de toute façon haïssent les Français. Faut-il redresser la tête avant qu'il ne soit trop tard? Peut-on encore sauver cette grande nation que fut la France? Français de toutes origines, de toutes religions. Agissez, redressez la tête pour que, enfin, la peur change de camp, car pour l'instant, elle est plus présente sur les Blancs. Si vous voulez sauver, cette civilisation et ne pas passer sous domination étrangère, à vous d'agir. Moi j'agis tous les jours, mais bon. Alors, là, tabassé à coups de bête de baseball pour une histoire de masque. Et c'est courant, c'est-à-dire que peut-être faudrait-il que tout le monde achète une bête de baseball pour régler ses problèmes. Enfin bon, quand même, il faut le faire. Alors, je vais vous citer. On a le témoignage d'Augustin le mardi 4 août au matin. Il revient sur l'agression subite 2 jours plus tôt dans une laverie automatique de Soisy-sous-Montmorency dans le Val d'Oise. Alors la police a classé ça comme une violence volontaire aggravée, mais pour lui il s'agit d'une tentative de meurtre. Alors dimanche vers 16h dans la laverie, située en face du supermarché, il était accompagné de ses 2 fils, 5 et 7 ans. Il pliait ses vêtements pour les mettre dans un sac. Il avait son masque sur le visage. 2 personnes de type pakistanais sont entrées sans masque. L'un d'eux s'est trouvé très proche de lui, à moins d'1 mètre de distance. Et il lui dit « Monsieur, il faut porter le masque ici », raconte Augustin. Une réflexion qui visiblement n'a pas plu à l'individu. Le ton est un peu monté et il n'y a pas eu de contact physique à ce moment-là, poursuit le père de famille. La discussion n'avait pas plu, alors il est parti. Mais ensuite, ce monsieur est revenu quelques minutes plus tard avec du renfort. 2 personnes avaient des battes de baseball. Donc une scène d'une extrême violence a été filmée par les caméras de surveillance de la laverie. Vous avez pu la voir sur Facebook. Les images montrent 4 individus entouraient Augustin avant de lui tomber dessus. 2 le frappaient avec des battes de baseball, 2 avec des coups de poing. Et il précise, lorsque j'étais à terre, ils ont continué à me frapper, raconte Augustin, qui évoque également la présence de 2 autres personnes qui ont assisté à l'agression en spectateur. Effectivement, les individus ont pénétré dans la laverie, une fois les agresseurs sortis, ils ont récupéré leurs affaires sans s'occuper, si vous voulez, de la santé, de l'état de santé de la victime. Donc franchement, non-assistance à personne en danger. Donc il a été pris en charge par les pompiers et les médecins du SAMU. Ce père de famille a été évacué vers le centre hospitalier d'Aubonne. Il souffre d'un traumatisme crânien avec une plaie, de contusion et de douleurs lombaires. 6 jours d'ITT lui ont été délivrés. 6 points de suture à l'arrière du crâne. C'est la partie qui le fait le plus mal aujourd'hui. Il a une vision affaiblie, il entend moins bien d'une oreille. Il a très mal à la tête, souffre des reins, ne peut pas se plier. Voilà. Et il nous dit, je ne sais pas comment cela se fait que je vous parle aujourd'hui, je me sens miraculé. S'il touchait ma nuque, c'était fini, à 2 cm près, c'était la morgue. Il ne comprend pas la raison d'un tel déchaînement pour un simple masque. Augustin s'inquiète surtout pour ses enfants. Ils n'étaient pas dans la laverie au moment de l'agression, mais ils m'ont vu juste après. Ils sont extrêmement choqués. En tant que parents, j'essaie de jouer un rôle de psychologue pour leur éviter de trop grosses séquelles psychologiques. Il a porté plainte. Le père de famille qui habite ce quartier depuis 30 ans attend maintenant que ses agresseurs soient retrouvés et punis par la justice afin de pouvoir tourner la page. Tout ce que je souhaite, c'est que cette histoire n'ait pas de conséquences physiques sur moi à l'avenir, nous dit Augustin.
Et voilà. Alors, quand même, franchement, comment voulez-vous, je m'adresse aux personnes qui sont issues de l'immigration, franchement, vous avez vu ces actes inqualifiables, simplement pour dire, monsieur, il faudrait que vous mettiez un masque. Il est tout de même inconcevable de se faire traiter des racistes parce que nous refusons de mettre un genou à terre pour des délinquants multirécidivistes qui nous agressent sauvagement de plus en plus, tous les jours. Oui, ça va très mal aller. On va rentrer en résistance active. On ne va pas continuer à se laisser faire comme ça. Enfin, franchement, mettez-vous à la place du Français de base qui entretient une bonne relation, qui ne cherche pas la bagarre, simplement il observe la réglementation. C'est un lieu fermé, il fallait mettre un masque, franchement. Et vous allez tuer un homme parce qu'il vous a dit qu'il fallait mettre un masque. Mais franchement, vous êtes des barbares. Retournez au Pakistan. Vous croyez qu'au Pakistan, on fait quoi, hein? Si vous n'observez pas la loi au Pakistan, hein, on va vous pendre. Hein? Ou aller peut-être en Arabie Saoudite, hein, ça sera bien. Hein? Vous allez voir, on va vous décapiter là-bas. Et vous abusez de l'hospitalité française. C'est dégueulasse. Bon. Une petite nouvelle aussi, tiens. On apprend tout. La compagne d'un terroriste présumé travaillait à Bruxelles Export. Voilà. Il y a un monsieur qui s'appelait Ali Al-Haddad Assoufi, inculpé comme co-auteur présumé des attentats de Paris et Bruxelles. Hein. Et bien, cette dame, elle travaillait à l'aéroport depuis les attentats de 2015 et 2016 jusqu'en 2020. Voilà. Hein. Elle travaillait au sein des services de Swissport à Bruxelles Airport avec un avis de sécurité positif. Donc, elle avait son badge, elle pouvait accéder à tous les endroits de l'aéroport. Hein. Et puis au printemps 2020, au moment de demander le renouvellement pour 5 ans de cet avis, il y a des informations qui sont remontées à l'autorité nationale de sécurité. Cette instance se charge d'accorder, de refuser les avis, les habilitations de sécurité. Et puis, elle a déclaré que son petit ami prétendait être innocent, et donc elle croyait qu'il était innocent. Voilà, hein. Donc elle est complètement dans le déni. Hein. Bien évidemment, on lui a supprimé son autorisation d'accéder à tous les endroits stratégiques de l'aéroport, bien entendu. Rappelons que Ali Al-Haddad Assoufi, remis à la France en juin 2019, était en contact récurrent avec les membres de la cellule djihadite franco-belge. Il aurait notamment participé à la fourniture d'armes et est soupçonné d'être un logisticien des attentats. Il fait partie des 20 personnes renvoyées devant la cour d'assises de Paris. Il est également inculpé en Belgique dans le dossier bruxellois. Quand je dis les attentats de Paris, c'est les attentats du Bataclan, bien entendu. Hein. Bien, maintenant on va parler un peu d'économie. Vous allez comprendre tout de suite, ce n'est qu'une suite de trahison, de démission. C'est vraiment dégueulasse. Et c'est dégueulasse pour tous les Français, toutes les personnes qui vivent sur le sol français. Et là, voilà, je m'adresse à la population immigrée. En fin de compte, le travail, quand il y a du travail, il peut y avoir du travail pour tout le monde. Mais simplement, si les entreprises ferment ou sont vendues aux Américains, il n'y a plus de travail. Il n'y a plus de travail pour personne. Hein. Voilà. Alors, je vous explique, en dépit des promesses du réarmement industriel, le gouvernement est en passe d'autoriser la vente de Photonis, une entreprise française, à un groupe américain. Une décision qui risque d'entamer un peu plus notre souveraineté économique et militaire. Je vous explique. Rappelez-vous, en pleine crise sanitaire liée au Covid-19, le président de la République française décrétait avoir changé et entamé une inflexion sur les questions de souverainisme. On pouvait légitimement penser alors que les vieux réflexes de cession d'entreprises stratégiques liées à l'indépendance de la France cesseraient. Il était temps. Cet espoir, en fin de compte, fut de courte durée, au grand malheur donc, de la société Photonis. Cette entreprise est le principal fabricant d'enregistreurs d'optique, notamment de lunettes de vision nocturne pour l'armée française. Mais pas seulement, elle fournit grand nombre d'armées étrangères comme l'armée américaine ou les forces alliées de l'OTAN. Cette entreprise, fleuron de notre industrie, est sur le point de passer sous pavillon étranger. Le fonds d'investissement Ardian, propriétaire actuel du groupe Photonis, a décidé en septembre 2019 de le mettre en vente. Quelques mois plus tard, l'entreprise américaine Teledyne, elle aussi spécialisée dans la défense, a annoncé souhaiter ardemment racheter le groupe français. Alors, le gouvernement s'y était opposé au début de l'année 2020. Bercy remet la vente maintenant sur la table, faisant fi, bien entendu, négligeant l'intérêt stratégique de l'entreprise pour la souveraineté de notre pays. Alors, la direction du renseignement et la sécurité de la défense, la direction générale de l'armement, le ministère des Armées préviennent pourtant du risque de cette vente à une puissance étrangère, même si le gouvernement promet des garde-fous pour protéger les données impliquant la sécurité nationale. C'est pipeau. L'entreprise Teledyne
quant à elle, promet d'investir des dizaines de milliers d'euros en terre corrézienne. Vous croyez que les Américains vont investir en France? On va plaisanter. On peut voir ici qu'au sommet de l'État, on ne comprend toujours pas le risque qu'il y a sur la dépendance, et puis ils ne comprennent toujours pas le pillage technologique que cette vente implique. Hein. Le risque majeur, sans faire de procès d'intention à Teledyne et encore, c'est la destruction pensée et planifiée du tissu industriel dans l'unique but d'éliminer un concurrent direct. On rachète l'entreprise, on extrait tout ce qui peut être intéressant au niveau innovation technologie. Après, on rapatrie les éléments les plus importants dans le pays d'origine ou en Amérique ou dans des pays à un coût de main-d'œuvre beaucoup moins cher. Et puis après, on ferme cette filiale, si vous voulez, et les travailleurs français se retrouvent sur le carreau. Et un concurrent de moins, et du coup, après, on peut pratiquer les prix que l'on veut, parce qu'en fin de compte, on a complètement pillé et bloqué la concurrence. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs avec le groupe américain Honeywell, qui licencie à tour de bras ses équipes en France. N'oubliez pas que ce groupe possédait l'usine de masques à Plaintel, en Côte d'Armor, et elle a préféré transférer les machines en Tunisie. Cette entreprise qui nous aurait pourtant été bien utile durant la crise sanitaire, l'aveuglement, la naïveté de nos décideurs publics risque de conduire à un désastre industriel pour notre pays. Alors, c'est exactement le même schéma que la vente d'Alstom au groupe General Electric. Petit rappel, en 2014, la branche énergie d'Alstom était vendue à son concurrent américain General Electric. Cette vente n'avait pas suscité d'émoi particulier dans la presse, et pourtant cela avait de quoi nous alerter. Hein. Tous les cerveaux, le savoir-faire d'Alstom nous permettait alors à l'époque de livrer un kit de centrale nucléaire 100% français, en maîtrisant de bout en bout la filière de production. À titre d'exemple, la turbine à vapeur Arabelle, fabriquée par le groupe français, était un élément clé des centrales nucléaires. Tous les efforts industriels et techniques français qui ont permis la création de cette turbine profitent désormais aux Américains. Pourtant, là aussi, l'État avait promis des garde-fous pour protéger le savoir-faire et l'indépendance française. Clara Guémard, directrice de General Electric France, avait à l'époque promis, avec le soutien du ministère de l'Économie, du ministre de l'Économie, un certain Emmanuel Macron, voilà, de créer 1000 emplois. On connaît aujourd'hui le résultat. Il suffit de demander aux employés du site de Belfort. Ça n'a pas été tenu et au contraire, ils ont licencié du personnel. Donc cette affaire a refait parler d'elle lorsque le courageux Frédéric Pierucci, qui était un des directeurs, a sorti son livre « Le piège américain » qui montre les stratagèmes et pressions utilisés par le gouvernement américain pour récupérer Alstom. Une commission d'enquête à l'Assemblée nationale avait même été ouverte pour soulever les différentes zones d'ombre de cette vente. Les exemples sont légion en matière de rachat d'entreprises téléguidées par le gouvernement américain. Comme ceux de GEM+, qui étaient dans les cartes à puces, ou Technip, dans la prospection pétrolière. Pourtant, il ne suffit pas au gouvernement de la Start-up Nation. Comment peut-il, ces dirigeants, comprendre que nos entreprises sont à la proie d'attaques d'agents étrangers qui cherchent à nous nuire? Je ne comprends pas. En refusant de nommer la guerre écologique plutôt économique que nous livrent les autres pays, l'État français se drape d'un voile d'insouciance, de naïveté, de résignation, et préfère courber les chines plutôt que de montrer les muscles. Donc, chaque année, les fleurons de l'industrie française partent, sont rachetés, puis ensuite sont fermés dans la plupart des cas. Donc, en fin de compte, vous apercevez que ce fameux monde d'après voulu par le président de la République ressemble furieusement au mode d'avant. C'est incroyable que ces gens qui ont fait des grandes études ne puissent pas comprendre qu'on est en train de perdre tous les joyaux qui faisaient de la France quand même une puissance économique. On était 3e, 4e puissance économique, on est passé 5e, 6e, 7e, on va finir 10e en l'espace de quelques années. Ben oui, on ne fabrique plus rien en France. Et nos entreprises sont fermées, voilà. Alors, je ne sais pas, soit ils sont encore plus cons qu'on peut l'imaginer, ils sont vraiment naïfs, ou alors il y a des intérêts cachés, ou il y a, comment dire, j'imagine, une rétribution complémentaire qui atterrirait sur un compte
cachés à l'étranger au bénéfice de la personne qui aurait donné l'autorisation de vendre telle ou telle entreprise. Quand vous voyez ce qui s'est passé avec Alstom, c'est incroyable, quoi. Voilà, donc, comme je ne crois plus tellement à l'honnêteté de nos dirigeants, je n'affirme rien, j'émets une possibilité comme ça. Bon. Nous verrons en tous les cas, c'est très très grave ce qui se passe, et comme je le dis, c'est d'abord ce qui compte pour moi au niveau de la souveraineté, c'est la souveraineté industrielle, le fait qu'il y ait des emplois en France pour toutes les personnes qui vivent en France. Ça concerne aussi bien des Français de souche, des Espagnols, des Portugais, des Marocains, des Algériens, enfin toutes les gens qui cotisent à la sécurité sociale et voilà, et qui payent des impôts, etc. Il faut qu'ils aient du travail pour élever dignement leurs enfants en se levant le matin et gagner leur vie à la sueur de leur front. Voilà. Donc, c'est la raison première, si vous voulez, de mon coma, c'est la souveraineté, bien sûr, industrielle. Et bien sûr, après, il faut aussi qu'elle s'accompagne d'une souveraineté politique. On ne peut pas laisser Bruxelles décider d'accorder des tas de choses sur notre façon de voir nos relations à l'étranger. Enfin bref, je vous laisse profiter d'un week-end qui va être très très chaud. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont partis. Bon courage pour ceux qui ne sont pas encore partis ou qui sont déjà rentrés. Soyez tous prudents sur les routes. Surtout avec la chaleur, c'est très compliqué. Voilà, je vous embrasse tous, bien entendu. Je vous adresse mes cordiales salutations. Je vous demande de partager, vous abonner éventuellement. Enfin, surtout de partager, faites-moi connaître. Je le fais de bon cœur, je le fais avec humilité, mais j'essaye un petit peu d'activer tout le monde et voilà, d'essayer d'apporter une certaine réflexion et puis de dénicher des trucs que vous ne voyez pas à la télé. Encore merci, je vous embrasse, je vous salue bien bas, à très bientôt. Au revoir, merci.